Bienvenue sur Cardio Online pour le quatrième épisode de notre série de programmes intitulée L'ASFC répond à vos questions à propos des recommandations de l'ESC sur la prise en charge de la fibrillation atriale. Durant chacun des 8 épisodes de cette série, nous disséquons ensemble ces recommandations pour vous aider, pour nous aider à les intégrer plus facilement dans notre pratique. Et pour ce quatrième épisode, consacré au B de la stratégie A, B, C des recommandations, le B pour bien contrôler les symptômes, bien contrôler le rythme, j'ai le plaisir d'être ce soir avec Christophe Leclerc, chef du service de cardiologie du CHU de Rennes, président d'IRA, qui est le working group de rythmologie de l'ESC, et futur président de la SFC. Voici nos liens d'intérêt. Les objectifs de cette soirée, c'est comment choisir entre contrôle de la fréquence ou contrôle du rythme, comment contrôler la fréquence cardiaque ou le rythme, et puis finalement, quelle est la place de l'ablation de la fibrillation atriale en pratique. Christophe, à toi la parole. Bonsoir Serge, chers collègues, chers amis, bonsoir. Donc en effet, nous allons consacrer cette émission au B du schéma ABC. Je vous rappelle que le A est pour la prise en charge du risque d'accidents vasculaires cérébraux. Vous avez déjà une émission il y a quelques semaines sur ce sujet. Le C, c'est la prise en charge des comorbidités et des facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc le B se décline en 3 différents sujets. Tout d'abord, évaluer les symptômes du patient. Ensuite, optimiser le contrôle de la fréquence et considérer une stratégie du contrôle du rythme, cardioversion, antiarythmique ou ablation. Diapositive suivante. Nous allons donc commencer par l'évaluation de la qualité de vie et des symptômes chez nos patients qui présentent une fibrillation atriale. Diapositive suivante. Alors, il y a une place extrêmement importante au cours de ces recommandations sur l'évaluation des symptômes au cours de la fibrillation atriale, que ce soit la fatigue, la dyspnée, les palpitations, les douleurs thoraciques. Et il est recommandé d'utiliser cette échelle IRA, que l'on ne connaît pas très bien en France, qui se décline en 5 différents strates, d'un patient qui n'a aucun symptôme à un patient qui ne peut plus poursuivre son activité en raison des symptômes liés à la fibrillation atriale. Ce qui est extrêmement important au cours de ces recommandations, c'est qu'à plusieurs reprises, on insiste bien sur la réévaluation des symptômes présentés par le patient après cardioversion, car beaucoup de patients se disent peu ou pas gênés lorsqu'ils sont en fibrillation atriale, mais ils se trouvent transformés après une cardioversion et donc la restauration du rythme sinusal. Donc, pensez à évaluer lorsqu'on voit le patient les symptômes, mais aussi à le refaire après une cardioversion. Un petit mot quand même. On voit ici que la clinique joue un rôle fondamental. Alors, à la fois sur l'évaluation des symptômes, mais aussi la recherche peut-être des signes d'insuffisance cardiaque. Alors, tout à fait. La prise en charge de nos patients en fibrillation atriale est une prise en charge globale. Les symptômes, pas toujours facile à évaluer, mais il faut toujours bien évidemment examiner les patients et rechercher des signes d'insuffisance cardiaque, car on le verra tout à l'heure, la stratégie de prise en charge des patients qui ont une insuffisance cardiaque est parfois différente des patients qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque. Donc, comme tu viens de le dire, une évaluation clinique à la fois des symptômes et des signes cliniques. Alors, est-ce qu'il y a une place pour les biomarqueurs ? Alors, excellente question. Il y a beaucoup de biomarqueurs qui ont été cités dans ces recommandations. Des biomarqueurs, d'une part, sur le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral, mais aussi des biomarqueurs qui auraient une valeur un peu pronostique sur la fibrillation atriale. On connaît la troponine, on connaît le BNP, on connaît également la CRP, mais il y a un petit chapitre qui dit bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment utiliser ces biomarqueurs, quel seuil utilisé chez les patients en fibrillation atriale. Donc, je dirais aujourd'hui une certaine réserve quant à l'utilisation de ces biomarqueurs. On a une question qui nous vient de nos auditeurs. Est-ce qu'il y a un score clinique pratique, simple,
pour évaluer les symptômes de la fibrillation atriale et leur retentissement? Eh bien, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est en fait cette échelle dite de IRA, qui a été donc, euh, euh, créée par IRA, et qui en fait utilise simplement les symptômes et leur retentissement sur la vie quotidienne des patients. Je crois que c'est une échelle qui est simple, qu'on ne connaît pas très bien en France, mais qui est très utile. Et bien évidemment, plus le score est élevé, plus le patient a une gêne liée à sa fibrillation atriale dans sa vie quotidienne. Oui, on rappelle, Christophe, que chez tous ces patients avec une NEFA, il faut aussi évaluer le Schatzvask. Ah bah, bien évidemment, là, j'ai parlé que du sujet B, mais bien évidemment, le Schatzvask reste l'outil recommandé pour évaluer le risque de survenue de complications thromboemboliques. Alors, on aborde maintenant le contrôle de la fréquence. Allez, on avance. On avance. Donc, contrôle de la fréquence, contrôle du rythme. Le débat a été très, très ancien déjà. Hein. Les études dans les années 2000 ne montraient pas de différence. On a des études maintenant qui montrent quand même que le contrôle du rythme aurait un avantage sur le contrôle de la fréquence. Mais si on revient au contrôle de la fréquence, diapositive suivante, eh bien, vous voyez que tout d'abord, il faut toujours revoir les patients et ça reste quand même un traitement, je dirais, de référence aujourd'hui. C'est chez les patients qui n'ont pas de symptômes ou des symptômes extrêmement minimes, la thérapie de premier choix. Ensuite, c'est de la thérapie qui est proposée après échec du contrôle du rythme. Enfin, c'est une thérapie qui est proposée lorsque les risques de restauration du rythme sinusal sont supérieurs aux bénéfices attendus. Alors, qu'appelle-t-on un contrôle de la fréquence cardiaque? Il y a tout d'abord ce qu'on appelle en première intention un contrôle modéré, lenient en anglais, qui en fait est une fréquence cardiaque inférieure à 110 par minute. Et puis, il faut aussi toujours évaluer, bien évidemment, la fraction d'éjection du ventricule gauche par l'échocardiographie. Si le contrôle modéré avec une fréquence cardiaque de repos inférieure à 110 par minute n'est pas suffisant, on peut avoir un contrôle plus strict avec une fréquence cardiaque qui est à 80 par minute sur l'électrocardiogramme de repos, une fréquence cardiaque qui est inférieure à 110 lors des 25% de l'épreuve d'effort. Il n'y a jamais eu vraiment d'études qui ont montré un bénéfice clinique net du contrôle strict par rapport au contrôle modéré. Et puis, chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, bien évidemment, il faudra considérer une ablation de la jonction atrioventriculaire et l'implantation d'un CRT, mais on reverra tout à l'heure. Diapositive suivante. Alors, vous voyez ce schéma qui est un petit peu complexe, mais qui montre bien quand même qu'il faut tenir compte de la cardiopathie sous-jacente ou de l'absence de cardiopathie. Lorsqu'il y a une cardiopathie hypertensive, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou l'absence de cardiopathie, en première intention, ce sont les bêta-bloquants ou les inhibiteurs calciques non dihydropyridine. Lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite, ce sont les bêta-bloquants. Et puis quand il y a une contre-indication bêta-bloquants comme l'asthme ou les PCO sévères, là, en première intention, ce sera les inhibiteurs calciques. Il faut réévaluer le patient après un premier traitement. S'il n'y a plus de symptômes, eh bien, on continue le traitement qu'on avait instauré. S'il reste encore des symptômes, à ce moment-là, on peut ajouter une deuxième ligne de traitement qui peut être soit l'association donc bêta-bloquant et inhibiteur calcique ou bêta-bloquant et digoxine dans les différentes strates, sachant que quand il y a une contre-indication bêta-bloquant, ce sera inhibiteur calcique et digoxine. Et puis, si le patient n'est pas encore amélioré, alors là, on ira vers une thérapie plus invasive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une ablation de la jonction atrioventriculaire et l'implantation d'un CRTP ou d'un CRTP. Alors, Christophe, il y a des questions autour de ça. Est-ce qu'il y a un bêta-bloquant qu'il faut privilégier? Alors, les bêta-bloquants que l'on privilégie dans cette indication donc, du contrôle de la fréquence sont plutôt des bêta-bloquants de longue durée d'action, essentiellement, je dirais, l'athénolol et le nadolol. En cas d'insuffisance cardiaque, ce sera plutôt des bêta-bloquants type carvedilol ou encore mieux peut-être le bisoprolol. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un bêta-bloquant qui est réputé moins efficace, c'est l'abétalol. Mais sinon, on peut utiliser tous les bêta-bloquants en privilégiant plutôt les bêta-bloquants à longue demi-vie.
On démarre avec quel type de dose? Alors, il faut bien évidemment pas se précipiter vers la dose maximale tout de suite. Il est recommandé de commencer à 25-50% de la dose maximale et d'augmenter progressivement en fonction de la fréquence cardiaque. On voit dans ces recommandations que la digoxine n'a pas perdu sa place finalement. Elle reste là en deuxième ligne, certes, mais elle reste un adjuvant intéressant. Non, tout à fait, ça reste un adjuvant intéressant. C'est un vieux médicament sur lequel il y a eu beaucoup de polémiques, hein, notamment dans les cardiopathies ischémiques. Mais c'est vrai que c'est un médicament de seconde intention. On privilégie, quand on peut, je pense souvent, les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques, mais la digoxine reste quand même un traitement utilisé et efficace pour contrôler la fréquence cardiaque, sachant que le contrôle de la fréquence cardiaque de la digoxine est essentiellement au repos et pas comme les bêta-bloquants aussi à l'effort. Et puis finalement, une autre question. On a un bon nombre de patients en fibrillation atriale qui supportent mal, le trouble du rythme est mal toléré, mais au fond, ils ont une fréquence cardiaque qui n'est pas très rapide. Alors, c'est vrai que ce sont des patients qui ont déjà, je dirais, un contrôle de la fréquence spontané ou bien établi, voire parfois un petit peu trop bien établi. Chez ces patients-là, s'ils ne se tolèrent pas bien parce qu'ils ont une fréquence trop lente, il faut penser à diminuer les doses. Sinon, ça peut être aussi une bonne indication de réaliser chez ces patients une cardioversion et de voir ce qui se passe lorsqu'ils sont au rythme sinusal. Et puis, si vraiment on veut rester à un contrôle de la fréquence et qu'ils sont trop lents, à ce moment-là, ça passera par l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Voilà, alors on va continuer à avancer et on voit que le sujet qui préoccupe le plus nos auditeurs, si j'en juge par les questions qui arrivent, c'est celui du contrôle du rythme, de la stratégie à mettre en œuvre, cardioversion, ablation, quelle cardioversion, quand proposer l'ablation, tout ça est particulièrement intéressant. Donc, vous voyez ici ce schéma là aussi complexe, mais qui montre bien la stratégie de contrôle du rythme de la fréquence chez les patients qui ont des symptômes. Et pour améliorer donc la qualité de vie de ces patients, il faut penser aussi une chose extrêmement importante, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut penser à la prévention du risque embolique, mais également essayer d'améliorer le pronostic de la fibrillation atriale en traitant les comorbidités ou les facteurs aggravants de la fibrillation atriale, comme l'apnée du sommeil, l'obésité, l'hypertension, l'absence d'exercice physique. Et là aussi, on repart sur une évaluation des symptômes. S'il n'y a pas de symptômes, eh bien là aussi, on insiste bien sur le fait de réaliser une cardioversion pour bien s'assurer de l'absence totale de symptômes en fibrillation atriale. Et puis, s'il y a des symptômes, eh bien, si ces patients sont liés à la fibrillation atriale, on va évaluer le patient, et vous le voyez bien, c'est une prise en charge vraiment globale du patient pour détecter les facteurs qui favorisent cette stratégie de contrôle du rythme, l'âge, jeune, un premier épisode de fibrillation atriale ou une courte histoire de fibrillation atriale, bien sûr la tachycardiomyopathie, les patients qui ont l'absence de dilatation, une dilatation modérée de l'oreillette gauche, les patients qui ont peu de comorbidité, les patients, bien évidemment, chez qui il est difficile de contrôler la fréquence, et puis aussi le choix du patient. Et on le reverra dans la stratégie de prise en charge. Le choix du patient est primordial dans ces recommandations. Il faut donc que le patient bénéficie d'une information aussi précise que possible. S'il y a des facteurs qui favorisent ce contrôle du rythme, eh bien à ce moment-là, on peut contrôler le rythme soit par des antiarythmiques, soit, c'est vrai de plus en plus aujourd'hui, par l'ablation de la fibrillation atriale. Diapositive suivante. Là, vous avez le schéma de prise en charge d'une fibrillation atriale et vous voyez qu'il y a un mot qui est extrêmement domestique. Alors, en cas de fibrillation atriale paroxystique, toujours en tenant compte du choix du patient, on peut soit proposer des antiarythmiques, soit, et vous voyez que c'est une indication d'un niveau assez élevé, l'ablation d'emblée, bien évidemment, après information du patient, c'est un niveau 2A. Si le patient a une fibrillation atriale persistante, sans facteur de risque de récurrence, comme de la fibrose au niveau de l'oreillette, un âge âgé, une insuffisance rénale, eh bien là, c'est aussi des antiarythmiques où on peut proposer
une ablation, mais avec une indication un peu plus modérée, qui est une indication 2B du fait des résultats un petit peu moins bons qu'en fibrillation atriale paroxystique. Et puis, vous voyez, ce qui est important, c'est que si vous avez un patient qui a de la fibrillation atriale paroxystique ou persistante, une insuffisance cardiaque et une fraction d'éjection altérée, eh bien voilà, vous voyez que là, il a une place très forte suite à l'étude Castle pour l'ablation, puisque c'est un niveau de recommandation 1. En cas d'échec, dans tous les cas, de la thérapie pharmacologique, eh bien, notamment pour les fibrillations atriales paroxystiques ou les fibrillations atriales persistantes, eh bien, on va aller vers l'ablation de la fibrillation atriale. Et vous voyez que donc cette ablation de la fibrillation atriale arrive en deuxième ligne dans les fibrillations atriales paroxystiques ou persistantes après échec du traitement médical, mais aussi très bien placée pour la fibrillation atriale paroxystique et un petit peu moins pour la fibrillation atriale persistante. Diapositive suivante. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'ablation de la fibrillation atriale, mais il reste des antiarythmiques, même si la pharmacopée des antiarythmiques aujourd'hui est un petit peu moins riche qu'avant. Pour les patients qui n'ont pas une insuffisance cardiaque ou de pathologie cardiaque, vous voyez qu'on a la dronédarone qu'on n'a plus en France, la flécaïnide et le propafénone. Vous voyez que le sotalol donc arrive très loin. Chez les patients qui ont une cardiopathie ischémique, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou une valvulopathie significative, eh bien là, on retient deux antiarythmiques, pour nous Français, un seul qui est l'amiodarone. Et en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, eh bien là, il ne nous reste que l'amiodarone au long cours. Diapositive suivante. Donc, je voudrais simplement vous rappeler cette recommandation de très, très haut niveau qui rappelle que le contrôle du rythme est recommandé pour l'amélioration des symptômes et de la qualité de vie chez les patients symptomatiques avec fibrillation atriale. Alors Christophe, là, on a toute une série de questions et avant de prendre toutes les questions, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à la pratique au fond. On reçoit un patient chez lequel on découvre une fibrillation atriale. Quelles mesures immédiates doit-on prendre? Alors, tout d'abord, c'est hors du sujet d'aujourd'hui, mais vous en avez déjà parlé, c'est bien évidemment la prévention des accidents thromboemboliques. Et ça, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, chez tous les patients, il faut proposer un traitement anticoagulant, même s'ils ont un choc vasque faible, 0, parce que ces patients-là, probablement, on leur proposera une cardioversion. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est la stratégie de contrôle du rythme, contrôle de la fréquence. Si on a un patient qui est âgé, avec une oreillette gauche extrêmement dilatée, on s'orientera plutôt vers un contrôle de la fréquence. Dans le cas inverse, on s'orientera plutôt vers un contrôle de stratégie du rythme, et à ce moment-là, il faudra envisager une cardioversion. Cette cardioversion peut être réalisée soit de manière un petit peu plus invasive avec réalisation d'une ETO, si les symptômes demeurent de plus de 48 heures. Par contre, si les symptômes demeurent de moins de 48 heures, à ce moment-là, on peut faire une cardioversion rapide. Si les symptômes durent plus de 48 heures, à ce moment-là, il faudra attendre 3 semaines d'anticoagulation. Et ensuite, réaliser une cardioversion, qu'elle soit pharmacologique ou électrique. Quand est-ce qu'on envisage chez les patients uniquement un contrôle de la fréquence? Alors, c'est des patients, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont très peu symptomatiques, des patients qui sont âgés, des patients chez qui on ne pense pas qu'un contrôle du rythme sera vraiment bénéfique, sachant qu'il y a eu, juste au moment de la publication de ces guidelines, une étude qui s'appelle eStaffNet, qui a montré que chez les patients qui avaient une fibrillation atriale récente, donc une histoire très courte, le contrôle du rythme, et il y avait à la fois le contrôle pharmacologique et le contrôle par ablation, améliorait des points forts comme la mortalité cardiovasculaire. Donc, je pense que si c'est un patient qui a une histoire très récente de fibrillation atriale, patient qui n'a pas une oreillette monstrueuse, chez qui on ne met pas en évidence une fibrose monstrueuse, je pense que là, il est raisonnable d'envisager un contrôle du rythme. Et si c'est un patient, comme ça arrive encore malheureusement trop souvent,
dont on a l'impression qu'il est en fibrillation atriale depuis pas mal de temps, qu'il a une grosse oreillette, que finalement il ne le supporte pas trop mal. Voilà, je pense que la place du contrôle de la fréquence est tout à fait justifiée. Combien, alors on va aller un peu plus loin sur l'ablation. On a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles techniques d'ablation, notamment la cryoablation. Est-ce que ça permet d'élargir les indications? Comment se fait le Alors, choix au fond? alors c'est vrai que l'ablation a commencé par la radiofréquence. La radiofréquence elle-même s'est bien améliorée. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent exactement de savoir ce que l'on fait, ce qui a permis de diminuer de manière significative les complications de la fibrillation atriale. Et puis, comme tu l'as souligné, il y a d'autres technologies qui arrivent, notamment on a vu la cryoablation, hein, qui est une technique qui est relativement simple, qui consiste cette fois-ci à isoler les veines pulmonaires, non pas par le chaud, mais par le froid. Et il y a eu plusieurs études qui ont montré que dans les fibrillations atriales paroxystiques ou persistantes, c'était une technique qui était très efficace et c'est vrai qu'il est relativement simple à réaliser, sachant qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, l'ablation par radiofréquence est quand même plus simple à réaliser également. Donc, on a une amélioration significative à la fois de l'efficacité et surtout de la sécurité, même s'il reste toujours des complications qui peuvent survenir dans cette stratégie invasive. Quel est le taux de succès d'une primo-ablation? Alors, si c'est une ablation d'une fibrillation atriale paroxystique, c'est autour de 90, voire plus aujourd'hui, avec les nouvelles technologies. Si c'est persistant, je dirais que c'est plus bas, c'est autour de 60-65%, sachant que chez ces patients, il n'est pas rare de leur proposer une seconde séance d'ablation de la fibrillation atriale. Il y a combien, est-ce qu'on sait combien on fait d'ablation de fibrillation atriale en France? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, donc je ne préfère pas dire de bêtises, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a une demande accrue d'ablation et que la liste de centres étant toujours limitée, parce que c'est une technique qui ne peut pas se faire partout, il y a des délais d'attente qui sont à 2 à 3 mois. Mais je préfère ne pas donner de chiffres plutôt que de dire des bêtises. On est en train de les colliger. Il y a des délais d'attente qui dépendent aussi de la présence ou non d'un anesthésiste. Alors, alors, non, ça, en fait, l'ablation de la fibrillation atriale se fait aussi beaucoup sous anesthésie locale, hein. C'est vrai que pour les ablations compliquées, on préfère les faire sous anesthésie générale, mais sous sédation, c'est une technique qui est bien tolérée par les patients, qui peut se faire de manière tout à fait sûre. Il y a des limites, vraiment. Tu l'as déjà dit, mais j'aimerais revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a quelles sont les limites à cette ablation pour nos patients? Eh bien, tout d'abord, il y a un facteur qui est l'âge, hein, bien évidemment. Chez quelqu'un de 85-90 ans, on ne va pas proposer d'ablation. Il y a aussi des critères d'ancienneté de la fibrillation atriale. Si on a une fibrillation atriale permanente, il faut avoir vraiment des très bons arguments pour réaliser cette ablation. Il y a aussi des critères morphologiques, la taille de l'oreille gauche, la fibrose. On sait aussi que la présence d'une insuffisance rénale est un facteur aggravant de récidive. Donc, tout ça fait que il y a des patients chez qui il n'est pas raisonnable de proposer une fibrillation atriale. Mais c'est un ensemble de faisceaux. Et ce sont des patients qu'on a souvent longtemps sous amiodarone. Alors oui, c'est des patients qu'on a souvent sous amiodarone. L'amiodarone est un traitement efficace, mais son efficacité n'est pas de 100%. D'autre part, il y a aussi les effets secondaires, hein, que l'on connaît bien avec l'amiodarone. Et c'est vrai que proposer un traitement par amiodarone à un jeune patient, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas franchement raisonnable et qu'il faut le considérer de manière très sérieuse une procédure d'ablation chez ce patient, sauf s'il y a une contre-indication. Alors, toujours autour de l'ablation, on nous demande de préciser l'environnement d'anticoagulation dans le contexte de l'ablation, avant, pendant, après. Alors, avant, il faut toujours que les patients, au moins pendant un mois, aient un traitement par anticoagulant. On réalise souvent des scanners chez les patients, ce qui permet de s'assurer de l'absence de thrombus auriculaire gauche. En plus, maintenant, on a des schémas qui sont relativement bien précis et il y a eu un update du guide pratique des anticoagulants qui vient d'être publié il y a quelques jours.
et qui en fait réduit le temps d'arrêt des anticoagulants, notamment les anticoagulants directs, à 12 heures, voire plus pour certains cas, mais en général c'est 12 à 24 heures. De toute façon, les patients sont ablatés avec un processus d'héparinisation mesuré par la CT, et ensuite on reprend, je dirais le jour même ou le lendemain, les anticoagulants directs. Alors, on va clore avec une autre question. On revient un peu en arrière. Est-ce qu'on a un effet du contrôle des facteurs de risque, perte de poids, activité physique, traitement d'un syndrome d'apnée du sommeil sur la fibrillation atriale? Alors ça a été clairement démontré. Il y a notamment eu l'étude RACE 3, qui a montré à 1 an que chez les patients chez qui on prenait bien ces facteurs de risque, traitement de l'hypertension artérielle, traitement du cholestérol, activité physique, perte de poids, eh bien on avait une réduction significative de récidive de fibrillation atriale qui était de 75 à environ 55-60%. Par contre, cette étude a montré qu'à 5 ans, il y avait un émoussement de ce bénéfice qui devenait même plus significatif, parce que si les patients prenaient bien leur traitement médical, eh bien, il y avait un émoussement de l'activité physique, un relâchement sur la diététique, ce qui fait qu'en fait, eh bien, ce bénéfice disparaissait. Donc, il faut vraiment que c'est une thérapie de longue haleine, et il faut vraiment que les patients aient un coaching permanent, notamment en termes de diététique et d'activité physique. Mais oui, c'est très, très important, et on sait que les patients qui perdent du poids ont un bénéfice, même, ne serait-ce qu'en termes d'ablation de la fibrillation atriale. Et l'effet du traitement du syndrome d'apnée du sommeil? Alors, ça a été démontré que c'est vraiment efficace, comme sur l'insuffisance cardiaque. Eh bien, Christophe, merci. On arrive au bout de cette émission, encore une fois passionnante. Merci beaucoup. Ce qu'on peut en retenir, c'est que, bien évidemment, le malade est au centre de notre préoccupation, qu'il faut bien évaluer les symptômes, y compris après la cardioversion, qu'il faut bien évidemment choisir le traitement en fonction de la cardiopathie sous-jacente, et puis que, encore une fois, le patient reste réellement au centre de nos préoccupations. La série va continuer. Rendez-vous le 23 juin avec Nicolas Menneveau et Guillaume Bonnet pour le 5e épisode, consacré cette fois-ci au C de la stratégie. C comme dépister et gérer les comorbidités, les coronaropathies. Merci encore une fois à Bayer pour leur soutien institutionnel à ce programme. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Cardio Online. Merci, bonsoir. Bonsoir.